Que nous sommes heureux de vous retrouver. Bonjour à tous. Nous sommes en direct ici du Cube, à ici les Moulineaux. Heureux de vous retrouver pour une activité presque normale avec cette nouvelle émission du Forum Changer d'air proposée par Véronique Anger de Fribert, présidente et fondatrice du Forum Changer d'air. Merci à SBT Humans Matter, partenaire de cette émission sur le thème Vers l'homme hybride pour une approche interdisciplinaire dans la science et la santé. Cette émission est accueillie par le Cube, représenté, nous le verrons tout à l'heure, par Nils Asiosmanov, président de ce centre de création numérique. Alors, cette émission est évidemment co-réalisée grâce au talent de Gilles Carré Triple C, comme depuis l'origine d'ailleurs. Je rappelle que le Forum Changer d'air et toutes ces émissions de Web TV se déroulent en public, quand tout va bien, et qu'elles sont diffusées en direct et en replay. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur le site Forum Changer d'air. Vous pouvez les retrouver partout. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, notamment avec le hashtag FCE 2021. Et surtout, et ça c'est un scoop, bloquez d'ores et déjà 2 dates, non pas une mais 2 dates au mois de septembre. Vous devez bloquer le 14 septembre et le 15 septembre pour un forum Changer d'air très spécial, le forum Changer d'air 2021, qui sera accueilli, j'en dis pas plus, Véronique le dira peut-être tout à l'heure. Alors, en marge du forum Changer d'air, ce grand rendez-vous de la prospective sociétale, les émissions Changer d'air interrogent et informent tout au long de l'année sur les grands défis de la modernité, sur les effets sociétaux et des mutations engendrées par la société. Pour cette émission, notre parrain Joël de Ronet échangera avec Franck Tarpin-Bernard, docteur en informatique, ancien professeur des universités à l'université Grenoble-Alpes, spécialiste de l'interaction homme-machine, directeur général et cofondateur de SBT Humans Matter et à l'origine du projet Happy Neurone, un programme digital de stimulation cognitive. Notre parrain Joël de Ronet, docteur en sciences, écrivain, scientifique, conseiller honoraire de la présidence d'Universcience, directeur général président exécutif de Biotics International et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique. Et si vous ne l'avez pas lu, il faut vraiment le lire, il faut rapidement combler cette lacune. Lisez, procurez-vous La Symphonie du Vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie. C'est un best-seller, il est paru aux éditions des Liens qui libèrent. Vraiment, il le faut sur votre table de chevet, c'est une évidence. Je rappelle que le Forum Changer d'air et ses émissions se veulent un espace de débat empathique. Nous encourageons ici la controverse constructive. Et c'est pas mal à l'heure où les polémiques et où l'absence de nuances nuisent trop souvent au dialogue, au débat, au vrai débat. Véronique, c'est à toi. C'est à toi pour des regards croisés avec tes invités pendant une bonne demi-heure sur le thème Vers l'homme hybride pour une approche interdisciplinaire dans la science et la santé. Merci Éloi. Eh bien, écoutez, oui, moi je suis ravie aussi de retrouver ce studio magnifique du Festival des Rendez-vous du Futur dont on profite aujourd'hui sous une forme de clôture un petit peu extraordinaire. Merci Joël de Ronet, merci Franck Tarpin-Bernard d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Et pour ce thème, en plus, l'homme hybride, qui parle beaucoup à Joël, je pense, et à Franck, et cette approche pluridisciplinaire, on va dire finalement, dans la science et la santé, qui résonne avec le thème du Forum Changer d'air 2021 qui se déroulera bien en septembre, comme l'a dit Éloi. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin de l'émission. Alors ce thème, c'est un thème aussi qui parle de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité, donc qui est en résonance avec la pensée systémique des parrains du Forum Changer d'air, avec cette idée de décloisonner les savoirs, les disciplines, et dans un monde où tout est de plus en plus interdépendant et de plus en plus complexe. Alors l'homme hybride, ça renvoie souvent par association d'idées à l'intelligence artificielle, aux implants, au transhumanisme, et on pense là un petit peu à la Silicon Valley, et puis aux expériences de Neuralink avec cet implant sur son petit singe qui s'appelle Pager, je crois, et le cerveau augmenté avec cet implant qui permet aux singes de jouer sans manette à Pong, un jeu auquel on a tous joué dans notre tendre enfance. Alors l'homme augmenté, c'est l'homme réparé aussi, l'homme transformé que Joël de Ronet a décrit dans de nombreux livres. Alors c'est la capacité d'ajouter des implants capillaires, auditifs, visuels, de réparer des os, des organes. Donc on va aller au-delà de tout ça en fait. Donc
la fusion symbiotique homme-machine est une chose, mais l'homme hybride, c'est encore plus loin que ce concept. Donc, ma question pour démarrer le débat, et je vous laisserai parler entre vous le plus librement possible, c'est quelle est votre définition, votre vision de l'homme hybride? Est-ce qu'il y a des limites? Et puis, comment la science intervient dans ce concept-là de manière pluridisciplinaire? Joël, notre parrain va démarrer, et puis Franck continuera, et je vous laisse. Bon, je pense qu'on est déjà hybride, évidemment. La question, c'est comment on va aller vers plus d'hybridation encore. Et à quoi ça va nous conduire vers l'homme augmenté? Pourquoi? Nous sommes hybrides déjà, nous sommes des hybrides biomécaniques avec les machines dont nous nous sommes entourés, dont l'automobile, par exemple, mais aussi beaucoup d'autres machines. On est biomécanique et de plus en plus, on est hybride bionumérique. Pourquoi on est hybride bionumérique? Parce qu'on vit avec une sorte de prothèse qui est sur nous tout le temps, qu'on appelle le smartphone, qui est une sorte d'outil à la fois pour télécliquer dans l'environnement et en même temps un outil qui est une sorte de tableau de bord personnel pour avoir plein d'informations sur nous. Donc nous sommes déjà des êtres hybrides, biomécaniques, bionumériques. La question, c'est vers quoi nous devons aller pour encore plus d'hybridation. Et pourquoi faut-il plus d'hybridation? Pour aller vers l'homme augmenté, vivre en symbiose avec notre écosystème numérique, qui est un écosystème numérique qui va être de plus en plus un écosystème bionumérique, en symbiose avec un écosystème bionumérique avec lequel nous allons pouvoir communiquer, non pas par les mots ou par les gestes, mais par autre chose, peut-être par ce qu'on appelait jadis la transmission de pensée, mais qui va être beaucoup plus que ça, qui va être la communication directe de cerveau-machine, cerveau-environnement, cerveau-écosystème. C'est la symbiose ultime dont je parle beaucoup depuis longtemps, laquelle on a déjà commencé avec l'hybridation actuelle. Donc plus d'hybridation, pourquoi faire? Nous sommes déjà des êtres hybrides, bionumériques, biomécaniques, je viens de le dire. Comment est-ce qu'on peut aller vers plus d'hybridation? On peut aller vers plus d'hybridation avec une meilleure connaissance des outils, surtout de l'outil numérique, et de l'outil numérique porté sur nous en permanence, qui va bientôt être non pas seulement porté dans des poches, mais qui sera sans doute, je dis sans doute, c'est pas sûr, mais ça va être de plus en plus hybridé biologiquement avec notre corps. Je ne dis pas qu'on aura un téléphone dans notre oreille, mais on aura des puces collées sur notre peau, par exemple sur les tempes, sous forme de prothèses tactiles pour nous permettre d'entrer en contact directement avec l'écosystème numérique. On a déjà commencé, on va vers ça. La question, c'est pourquoi faire? Pour quel type d'humanité augmentée? Quel est l'objectif derrière tout ça? Être augmenté pour soi-même, être augmenté pour les autres, être augmenté pour l'écosystème? Est-ce l'avenir de l'humanité qui se dessine? C'est une grande question dont on va sûrement discuter avec Franck. Merci. Franck, je vous laisse répondre. Oui, moi, évidemment, je suis complètement... je suis très aligné avec ce que tu viens de dire, Joël. Je pense que l'hybridation telle que tu l'as décrit ici, c'est vraiment l'hybridation très avancée avec les capteurs, des puces qui vont augmenter. Bon, déjà aujourd'hui, on voit bien qu'on sait nous augmenter, je sais pas, d'une prothèse, d'une prothèse de hanche ou tout autre dispositif pour la partie, on va dire, presque mécanique de notre corps. Mais c'est vrai que sur la partie plutôt cognitive, il y a encore énormément à faire et on en est qu'au début. Pour avoir travaillé un certain nombre d'années sur les interfaces cerveau-ordinateur, on voit la vitesse à laquelle la recherche progresse dans ce sens. Donc c'est sûr que on va dire le futur que tu dessines va arriver. Alors on ne sait pas encore exactement à quelle vitesse il va arriver, mais on est à peu près sûr qu'il va arriver. Après, avant même d'aller jusqu'à ces hommes hybrides, on va dire biomécaniques, cybernétiques, déjà aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, les augmentations, alors que ce soit notre prothèse mnésique que constitue le téléphone et tous les autres dispositifs liés à l'intelligence artificielle qui vont remplacer un certain nombre de nos tâches, de nos activités, va faire qu'on va être, on est déjà un peu hybridé et on va continuer. La question, et c'est pour l'angle pluridisciplinaire, je pense, c'est très intéressant de l'échange, c'est que ça va induire des transformations profondes de notre être et de nos interactions sociales. Et là, le champ des possibles est extrêmement vaste, en positif comme en négatif. Donc, on a collectivement s'interroger
sur qu'est-ce que va être notre vie demain avec ces augmentations et cette hybridation, définitivement. Je pense que les enceintes connectées dont on parle de plus en plus, comme Alexa, Ouais. c'est-à-dire des petits objets qu'on place chez soi avec lesquels on communique par un dialogue vocal, comme si on communique avec un assistant intellectuel, ces enceintes connectées vont introduire de plus en plus l'hybridation avec l'intelligence artificielle dans les bureaux et chez nous. Ce sont ces enceintes connectées qui vont être le catalyseur de l'hybridation avec l'intelligence artificielle. Beaucoup le voient comme ça. Moi, je le vois comme ça parce que j'utilise Alexa et j'utilise déjà des enceintes connectées dans un dialogue normal à la voix avec eux. Mais de plus en plus, on va les considérer comme un assistant intellectuel à qui on peut poser des questions et même des questions assez sophistiquées, puisqu'ils auront derrière toute la mémoire du réseau. Bien Et sûr, donc, bien sûr. Je pense que sur la partie... aujourd'hui, ce qu'on imagine relativement facilement, je pense, c'est l'hybridation, on va dire, cognitive. Parce que les enceintes connectées, aujourd'hui, effectivement, ça permet d'accéder au savoir qu'on retrouve habituellement, on va dire, avec notre navigateur et notre moteur de recherche, mais là, dans une démarche interactive beaucoup plus naturelle. Donc l'accès à la connaissance devient extrêmement accessible. Ce qui est peut-être intéressant, c'est quand on va vouloir aller vers des nouvelles formes de tâches où finalement on va être assisté, mais pas seulement dans la connaissance, mais aussi dans l'action et nous aider à faire des choses. Et je pense que tous les progrès qu'on voit aujourd'hui au niveau de la robotique vont aussi nous faire franchir à nouveau un palier dans cette interaction homme-machine, machine-homme, homme-homme médiatisé. Enfin, voilà, la technologie, elle va être un peu partout. moi, je pense que le palier dont tu parles, c'est les corrélations. Je pense que l'IA avec les enceintes connectées va nous aider à corréler, relier beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. Un de nos grands problèmes aujourd'hui, c'est de dire j'ai lu ça quelque part, j'ai lu ça ici, j'ai envoyé un message à quelqu'un. C'est de se rappeler les liens qui ont fait la connaissance, pas seulement l'information. Lien égale connaissance. Information, c'est une donnée brute, une data. L'information, c'est la connaissance reliée. Et je pense que ces outils, les enceintes connectées notamment, à qui on dialogue avec la voix, comme avec un assistant intellectuel normal, vont nous aider à relier les connaissances, à relier les informations. Et déjà, on peut le pratiquer. Ce n'est pas quelque chose qui est utopique. C'est quelque chose qui est réel, déjà dès maintenant. Bien sûr. Et voilà, on comprend bien pourquoi aujourd'hui, une grosse partie de l'économie digitale se centre sur la data. Parce que c'est effectivement le fait d'avoir été capable de changer d'échelle dans la donnée, au lieu d'avoir simplement, je ne sais pas si, pour faire le lien avec la santé, je suis un praticien, nous on travaille beaucoup par exemple dans l'univers de l'orthophonie, je suis une orthophoniste. Voilà, ma patientèle, c'est une centaine de personnes que je suis dans l'année. Donc en fait, la quantité de données, la quantité de cas auxquels je suis confronté reste relativement limitée, quelques centaines de personnes. Et donc quand un jour je tombe sur un cas un peu différent, je ne sais pas forcément exactement comment le traiter. Alors que quand j'ai accès aux données de toute la communauté, des milliers de professionnels qui rencontrent des gens, eh bien, il y a forcément quelqu'un d'autre qui est déjà tombé sur ce cas-là. Et donc, si on a des IA qui sont capables d'analyser l'intégralité des données, du coup, on est capable de proposer des aides qu'on n'était pas capable de proposer jusqu'à présent. Alors, juste avant que Joël reprenne la parole, c'est bien qu'on parle des data, justement, et des data santé, parce qu'avec l'accumulation des data santé, on va pouvoir, et je pense que Joël avait envie de parler de ça, on va pouvoir parler d'une médecine nouvelle du futur, de prévention, et puis de corrélation et de précision, de personnalisation. Donc là, il y a sûrement beaucoup de choses aussi qui se préparent pour nous. Oui, la médecine 4P, tu as raison de mentionner, c'est préventive, proactive, participative. Préventive, proactive, participative, c'est très différent de la médecine traditionnelle, analytique, un symptôme, un traitement. Et Big Pharma va aussi évoluer vers ça. Big Pharma, c'est traditionnellement des entreprises qui proposent des médicaments. Big Pharma, de plus en plus, fait des entreprises de services qui vont proposer un abonnement santé. Un abonnement santé pour t'aider à rester en bonne santé, à vieillir moins vite. Je pense que Big Pharma va se transformer dans les années à venir en entreprise de services, pas seulement en entreprise de produits. C'est déjà un peu le cas. On le voit avec Pfizer, mais ça va l'être de plus en plus. Et ça, c'est un grand changement dans Big Pharma. Et nous, on y est proche de ça parce qu'on a un besoin de santé avec les outils numériques et surtout ce tableau de bord
extraordinaire que nous avons devant les yeux, qui peut interpréter des données de notre propre corps et nous permettre de nous suivre, faire du monitoring de nous-mêmes avec un tableau de bord santé personnalisé, un TBSP en abrégé, comme je l'appelle, le tableau de bord santé personnalisé. Donc on y est. Et ça va se développer de plus en plus, ça va changer Big Pharma complètement. Oui. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Pour rester sur la question Big Pharma, c'est clair que jusqu'à présent, les stratégies étaient plutôt des stratégies un peu comme avec les antibiotiques spectre large. C'est la même stratégie produit. le même médicament pour tout le monde, avec les effets secondaires associés, parce que voilà, on est obligé de fabriquer un seul médicament, et cette notion de traitement personnalisé est de plus en plus important. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est que on voit bien, et c'est l'esprit de, tu disais, la médecine aussi participative, en tant que malade, on a de plus en plus envie d'essayer de, pas juste d'avaler la molécule, mais de jouer un rôle actif dans son traitement. Et en ça, il y a énormément aujourd'hui de sociétés qui travaillent sur un certain nombre de services pour développer un traitement personnalisé. Et quand on est dans l'univers digital, ça fait apparaître tout un nouveau champ des possibles qu'on appelle les thérapies digitales. Alors, qu'on va trouver, nous, on s'intéresse beaucoup aux maladies en lien avec le cerveau, donc que ce soit des maladies neurodégénératives ou des maladies psychiatriques ou des maladies du développement chez l'enfant. Dans toutes ces pathologies, en fait, il va falloir faire des exercices et les répéter. Et donc, on rentre dans des sortes de traitements qui vont être des cures, et au lieu qu'on vous prescrive 20 pilules, des pilules pendant 20 jours, on va vous demander de faire un certain programme pendant 20 jours. Dis un petit peu plus sur le traitement digital. J'ai lu pas mal d'articles que tu écris et j'ai vu des conférences là-dessus. Tu peux en parler un petit peu plus de ce qu'on appelle le traitement non pas médicamenteux mais digital? Oui, si on prend un exemple, je sais pas, prenons un exemple simple qui va être quelqu'un qui a fait un AVC et qui va avoir perdu certaines fonctions cognitives, et on sait que les AVC, ils sont localisés. Donc, suivant où la lésion a eu lieu, on va avoir perdu telle ou telle capacité cognitive. Mais on sait qu'avec la neuroplasticité cérébrale, si on fait répéter des tâches à notre cerveau, petit à petit, les neurones vont se reconfigurer et on va être capable de récupérer tout ou partie de ce qui a été détruit. Et pour faire ce genre de rééducation, il faut être capable de répéter un certain nombre de fois des tâches avec des difficultés qui vont s'adapter à notre niveau et nous amener progressivement. Voilà. Et donc on essaye, le courant aujourd'hui des thérapies digitales, c'est justement d'essayer de protocoliser et de valider, comme on fait une validation de médicaments, avec un placebo, un groupe contrôle, et vérifier que si le patient va bien faire ses 20 séances de 30 minutes avec tel programme, il va être capable de récupérer. Comment on rémunère ça? On va acheter un médicament en pharmacie, c'est clair. Mais comment on rémunère une thérapie digitale? C'est un abonnement? Alors, on va voir un peu les deux situations. C'est-à-dire que soit on est dans une logique un peu de traitement parce qu'on vient d'avoir une lésion, et donc le traitement, il est circonscrit dans le temps. Et là, ça ressemble à un médicament. Donc, au lieu d'acheter ces 3 boîtes de médicaments, on va acheter un accès à un traitement qui va durer X jours. Et puis après, quand on est plutôt dans les logiques soit préventives en amont, soit en ce qu'on appelle en prévention tertiaire, c'est-à-dire quand on a des maladies chroniques et que finalement il faut s'entraîner régulièrement pour maintenir un certain niveau de performance. Là, clairement, on va être dans des logiques d'abonnement, parce que le but du jeu, comme les gens ont compris que c'était bien de s'entraîner pour leur forme physique et d'avoir une activité physique régulière, pour le cerveau, c'est un peu la même chose, que c'est important d'avoir une activité régulière. C'est intéressant que tu parles d'abonnement, parce que je pense que de plus en plus, l'industrie pharmaceutique va aller vers des abonnements. Quand on voit les succès de la musique avec Spotify, Netflix avec les films, l'abonnement sur Internet, c'est la clé. C'est le secret du fonctionnement d'Internet, c'est l'abonnement. Exact. Et Big Pharma va aller vers l'abonnement. Oui, avec alors l'enjeu, quand on est plutôt sur des thématiques comme la santé versus le loisir, le gros enjeu, c'est l'observance. C'est qu'est-ce qui va faire que des gens vont
vont consommer ce Tu veux service. dire la motivation. La motivation. Et autant on n'a pas trop de mal à se projeter sur la motivation à jouer Des jeux même sérieux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye. Il y a une passerelle assez forte entre cet univers du loisir et notamment du jeu. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le serious gaming, le serious game, c'est-à-dire essayer justement de combiner les ressorts qui viennent du monde du jeu et le plaisir qu'on a à faire cette activité-là pour aller vers des activités qui vont être plutôt bonnes pour la santé. Justement, Mais Franck, voilà. tu ne peux pas nous inventer un serious game médical Si, bah c'est ce qu'on essaye de faire. qui permet aux gens de pratiquer une certaine forme d'automédecine. Oui, bah c'est typiquement ce qu'on essaye de faire, Tu m'enverras le d'introduire. lien, je vais le tester. On parle de réalité virtuelle aussi, et de dispositifs haptiques. Alors ça, peut-être tu peux nous expliquer. Avec le toucher. Avec un Ouais. H. Avec un H. Pour le tactile, tu peux nous Haptique. expliquer. Alors ça sert pas mal pour soigner les troubles aussi, les traumatismes, les troubles psychiatriques, Oui. la Alors schizophrénie, etc. la réalité virtuelle, elle est aujourd'hui, les applications médicales où elle est le plus utilisée, c'est effectivement dans des univers psychiatriques ou en tout cas, par exemple, le traitement de phobie, où on va exposer les gens, mais en virtuel, donc dans un environnement sécurisé. Mais les gens qui ont une vraie phobie, même avec le casque, au début, ils éprouvent la phobie. Donc on va justement les exposer progressivement pour que leur cerveau, finalement, désapprennent à avoir peur. Et puis, on trouve de plus en plus des applications aussi dans l'univers plutôt gériatrique, par exemple pour les EHPAD, pour les patients Alzheimer qui sont déjà sur des stades relativement avancés, qui perdent un certain nombre de fonctions cognitives pour finalement les emmener, les faire voyager virtuellement dans des univers pour qu'elles retrouvent certains plaisirs, certaines sensations. Il y a toute une dimension perception. Là, on n'est plus tellement dans la cognition, on est plutôt dans la perception. Voilà. Et le haptique, c'est plutôt ce qui va tourner autour de la rééducation motrice. Parce que dans le haptique, c'est d'abord le mouvement et ensuite éventuellement le toucher si on est dans du mouvement très 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 fin. Mais oui, c'est tout un ensemble de technologies qui au départ ont même d'ailleurs pas forcément été faites pour la santé, mais dont il faut s'emparer. Tu ne crois pas qu'il y a un outil formidable pour la sexualité qui s'estompe d'utiliser la haptique, la technique tactile et la réalité virtuelle en même temps comme forme de formation, de reformation? Sans doute. Je ne sais pas si ça a été testé, mais c'est sûrement. Oui, j'imagine qu'on peut être innovant sur le domaine aussi. Oui. Alors on parle beaucoup de complémentarité. Alors parce que la médecine, est-ce que ça semble être de la médecine, mais c'est aussi de l'informatique. On parlait du côté pluridisciplinaire des recherches. Ça veut dire que les hôpitaux maintenant peuvent être complètement transformés et recevoir des gens qui ne sont pas du tout formés en médecine, mais qui auraient des formations complètement différentes d'informatique, de réalité virtuelle, qui fabriquent des jeux. Enfin, comment ça s'exprime là, la pluridisciplinarité? Est-ce qu'il y a compétition? Est-ce qu'il y a complémentarité? Alors, globalement, l'état d'esprit, il est plutôt complémentaire que compétitif. L'objectif, c'est pas de remplacer les médecins, mais comme toutes les évolutions qu'on vit aujourd'hui par l'introduction des technologies, on est dans une transformation des métiers. Et donc là où aujourd'hui un professionnel, si je prends l'exemple de la rééducation, là où un professionnel était amené à répéter un certain nombre de fois des tâches très similaires et là où sa valeur ajoutée finalement était relativement limitée par rapport au moment où il fait le diagnostic ou à certains moments clés dans le traitement, là aujourd'hui on peut imaginer qu'il délègue une partie de son activité à des assistants virtuels, à des programmes informatiques et que du coup lui puisse se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et par exemple puisse prendre en charge plus de traitements, plus de patients. Voilà. Donc on est plus dans une transformation des métiers, des rôles, des capacités. Voilà. Dans cette logique, je voudrais poser quand même une question à nous tous de la valeur de l'hybridation. Quelle est la valeur de l'hybridation pour une personne, pour un individu, et quelle est la valeur de l'hybridation pour la société? Quelle est la valeur de l'hybridation? Est-ce que c'est utile des gens hybrides? Moi, je pense que oui, bien sûr, dans différents métiers qui peuvent faire plusieurs choses différentes. Mais pour soi-même, est-ce qu'on a une valeur à être hybride?
Moi, je suis un peu dans les mêmes courants, hein, donc j'aurais tendance à penser que oui, que ça peut nous permettre d'aller explorer des nouveaux terrains et enfin, d'aller vivre des nouvelles expériences. Le tout, c'est que effectivement, tout ça ne se fasse pas dans des logiques, on va dire, de domination, comme malheureusement l'être humain est assez régulièrement capable de faire en sorte que des zones plus hybrides que d'autres prennent le dessus sur ceux qui n'auraient pas la chance d'être hybridés. Donc ça, je pense que ça ouvre sur un nouveau champ de questionnement, qui soit éthique ou comportementaux. Alors, on va arrêter cette première partie et on va faire une petite respiration pour sortir un petit peu du cadre scientifique. Enfin, on reste quand même dans le scientifique, mais quelque chose un petit peu plus artistique avec Nils Asiosmanov. Bonjour Joël, bonjour Franck. Alors moi tout d'abord je dois dire que c'est vraiment un très très grand plaisir d'accueillir à nouveau une émission du Forum Changer d'air. C'est toujours des débats passionnants, on vient d'en avoir un exemple encore aujourd'hui. Et alors les 2 derniers jours, là, on a tenu le festival du Rendez-vous du Futur, où on a eu donc 45 invités qui ont débattu également sur des grands enjeux de société, et notamment sur la question des nouveaux imaginaires, qui est une question assez émergente, des nouveaux récits, des utopies performatives, c'est-à-dire celles qui peuvent nous aider à changer d'air précisément. Et il s'avère que les artistes ont dans ce domaine, je crois, un rôle tout particulier à jouer, parce que précisément ils sont dans l'exploration des nouvelles frontières, enfin ils traversent les frontières et les horizons. Donc merci beaucoup Véronique de m'avoir invité à en dire quelques mots dans le cadre de cette émission, et si vous voulez bien, je vais le faire sous forme d'une petite exploration créative entre art et neurosciences. Alors j'ai 2 scientifiques en face de moi, il faut que je fasse gaffe à ce que je raconte. Alors pour démarrer, pour se mettre dans le bain, je vous invite à regarder une petite séquence du World Science Festival. C'est un congrès international qui se tient chaque année à New York et qui a invité le chanteur Bobby McFerrin à venir s'exprimer sur le cerveau créatif, sur les potentialités créatives du cerveau. Alors peut-être que Bobby McFerrin ça vous dit rien, mais vous avez certainement entendu son tube planétaire Don't Worry Be Happy, qui nous berce de feel good depuis plus de 20 ans. Et donc c'est à lui qu'on a demandé dans ce congrès très scientifique de s'exprimer sur le cerveau créatif. On va regarder cette petite vidéo qui dure 3 minutes. Je dis rien pendant ces 3 minutes. Talking about expectations. Watch. Okay.
Alors Bobby McFerrin est un virtuose mondialement réputé, mais c'est surtout un artiste qui est convaincu depuis très longtemps qu'on a tous des potentialités créatives et qui ne demandent qu'à être sollicités. C'est pourquoi ses prestations sont toujours en 2 parties depuis longtemps. Un récital d'à peu près 1 heure où il montre toute sa virtuosité, et ensuite il invite le public à venir sur scène avec lui à improviser dans tout type de répertoire ou de style. J'ai eu la chance de vivre plusieurs fois cette expérience et je peux vous dire que c'est absolument inoubliable. C'est des moments de poésie extrêmement forts où les gens font la queue, littéralement, hein, dans des grandes salles comme le Châtelet ou l'Olympia, les gens font la queue pour monter sur scène et pour avoir 3 minutes avec Bobby McFerrin. Des fois, ils ont répété pendant des années avant d'oser monter sur scène, mais il y a aussi des petits gamins, enfin, il y a vraiment tout qui... C'est absolument... si jamais il passe, je vous invite vraiment à aller voir ça. Alors, pourquoi c'est inoubliable ? Parce qu'on vit littéralement une expérience dans sa chair, si j'ai envie de dire, qui s'apparente à ce qu'on appelle les propriétés émergentes. Alors, une propriété émergente, c'est une chose, vous le savez bien sûr, mais je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, une propriété émergente, c'est une chose qui émane d'un ensemble et qui n'est pas réductible à l'ensemble de ses parties. Autrement dit, vous connaissez la formule, le tout est plus grand que l'ensemble des parties. Par exemple, lorsqu'on réfléchit, aucune cellule du cerveau ne sait qu'elle réfléchit, qu'on réfléchit, et pourtant on réfléchit. Edgar Morin a une très jolie formule pour dire ça autrement. Il dit « Aucune des cellules d'Antoine ne sait qu'Antoine dit son amour à Cléopâtre, et pourtant son corps tout entier sait qu'il dit son amour à Cléopâtre. » Alors la nature nous donne beaucoup d'exemples de ces propriétés émergentes. Aucune abeille ne sait qu'elle fabrique l'essaim, et pourtant l'essaim se fabrique. Aucune fourmi ne sait qu'elle fabrique la fourmilière, et pourtant la fourmilière se fabrique. En botanique également, on a un phénomène qu'on appelle la timidité, qui est une propriété émergente également, où on observe que sur une centaine d'espèces d'arbres, il va y avoir à la cime une séparation d'à peu près 30-50 cm. Les cimes ne se touchent pas. Alors pour laisser passer la lumière, pour éviter des transmissions de maladies, etc. On sait bien entendu aujourd'hui que les arbres, les plantes communiquent avec des interactions biochimiques, mais ça ne répond pas quand même à la question de fond qui est comment ce phénomène s'auto-génère. En fait, le cerveau créatif fonctionnerait, je parle sous votre contrôle, un peu de la même manière. Il n'y a pas de neurones de la créativité, ça n'existe pas. Il n'y a pas une zone dédiée dans le cerveau à la créativité. C'est nos 100 milliards de neurones qui interagissent en permanence et qui créent des émergences créatives. C'est une forme de poiesis, d'auto-création spontanée. Alors l'artiste Maurice Benayoun, dont on va voir une image, s'est demandé, et ça va intéresser, je crois, Joël de René tout particulièrement, s'est demandé ce qui pourrait constituer en quelque sorte l'ADN de nos représentations, le bagage génétique de notre imaginaire. Il a donc créé The Brain Factory. On voit une petite image. Il a créé The Brain Factory, un dispositif qui utilise les neurosciences pour observer si le cerveau affecte spontanément des formes, non pas à des objets qui en ont déjà une, mais à des objets, ou plutôt à des concepts qui n'en ont pas. La beauté, la joie, l'amour, la haine n'ont pas de forme. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il invite les gens à s'asseoir dans ce fauteuil. Il les munit d'un casque avec des capteurs d'activité cérébrale. Les données, il fait afficher les mots en question, la colère, la joie, etc. Les données du cerveau sont analysées et par un système de réification, c'est-à-dire que les données vont être transposées en forme graphique, par un système de réification, l'intelligence artificielle fait émerger des formes. Alors des formes certes subjectives, puisqu'elles ne préexistaient pas dans le conscient, des formes certes subjectives, et l'idée derrière, ensuite, c'est de voir si ces formes vont être les mêmes pour chacun de nous. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va corréler les milliers de formes issues du même mot, vues par des milliers de personnes différentes, et il va regarder ce que ça donne. Eh bien, le résultat est que ça donne des formes subjectives, je le répète, mais qui sont une forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, un bruit. On pourrait imaginer qu'à l'arrivée, ça fait juste un bruit. Hein. Et on voit ces formes émerger donc, du subconscient, cet endroit sous le conscient. Ce qui est fascinant dans cette histoire, avec l'apparition de ces formes majoritaires, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si on découvrait une nouvelle espèce.
pas une espèce biologique, mais une espèce symbolique, issue finalement d'un même processus, qui est un processus de diversité, de croisement, de sélection et de renforcement. Travail tout à fait, je trouve, inspirant de Maurice Benayoun. Alors, cette expérience, elle n'est pas sans rappeler une autre expérience qui est celle de Facebook sur les mèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, où ils ont observé donc comment ces objets symboliques, dont la propagation virale très forte, peut avoir des effets sur des grandes populations, peut avoir des phénomènes d'émergence sur des grandes populations. Et peut-être que ce qui se passe dans notre cerveau, vous y répondrez tout à l'heure, est ce qui se passe d'une certaine manière entre nos cerveaux. Alors, est-ce que c'est une nouvelle révolution cognitive qui arrive aujourd'hui avec la convergence de l'intelligence artificielle, des neurosciences et des arts, des formes de représentation? Est-ce que nos augmentations ne vont pas à nouveau transformer notre capacité à percevoir le monde? C'est ce que l'artiste Neil Arbesson, donc vous allez voir une image, a entrepris d'explorer. Mais alors lui, il explore sur lui-même, directement. Pourquoi? Parce qu'il est daltonien de naissance, et il s'est fait greffer une antenne sur la tête qui transpose les couleurs en fréquence sonore, ce qui lui permet d'entendre les couleurs. Alors grâce à ce dispositif, il voit même au-delà de la perception humaine. Pourquoi? Parce qu'il capte l'ultraviolet, l'infrarouge, par exemple. Alors il est devenu officiellement le premier cyborg au monde. Pourquoi? Parce que sur sa photo d'identité, d'ailleurs c'est sa photo d'identité, je crois, son antenne apparaît, et ça a été validé par le gouvernement en Angleterre. Donc c'est le premier cyborg officiel au monde. Et il compte pas s'arrêter là, il compte se faire greffer d'autres capteurs, comme par exemple pour ressentir les vibrations sismiques ou les rotations de la Terre. Alors, lorsque je lui ai demandé pourquoi il se modifiait ainsi, il a répondu, mais parce qu'on perçoit qu'une infime partie du réel, et que les technologies peuvent nous permettre d'élargir nos sens. Après tout, il est vrai que certaines espèces végétales ont 11 sens, alors que nous en avons 5. Mais pour Neil Arbesson, ce qui était intéressant dans la discussion, c'est que pour lui, c'est surtout changer radicalement notre regard sur le monde, avoir un regard neuf pour amplifier l'expérience d'être au monde et de la relation au monde. Alors vous me direz, pourquoi faire? Eh bien, j'ai le souvenir d'une conférence passionnante, ici même, avec Joël de René, où il nous disait que dans un futur probable, un futur possible, on aurait peut-être des traducteurs automatiques de langage des animaux, et qu'on pourrait peut-être un jour converser avec les animaux, échanger avec eux. Et les plantes. Bravo. Alors, si cette vision porte la promesse d'un humain plus apte à comprendre et à s'inscrire dans la diversité du vivant, plus apte à vivre en harmonie avec la nature, à accéder à une nouvelle conscience pour la planète, alors oui, sans doute, le mariage des sciences, des neurosciences, des techniques ouvre une ère très féconde pour l'humanité. Je vous remercie. Bravo Nils, vraiment passionnant. Ça ouvre un tas de questions auxquelles on va répondre juste après ce petit jingle pour la fin de l'émission. Alors nous revoici, Nils, tu restes avec nous bien sûr pour échanger. Alors moi j'ai relevé 3 points essentiels, je les donne en vrac et puis vous réagirez comme vous voulez. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes. Alors tu parles d'une nouvelle espèce qui pourrait émerger, une espèce, je pense à symbiotique, là je pense à Joël évidemment, qui a fait l'homme symbiotique. Ça donne vraiment envie de parler de cet aspect-là. Ce qui se passe dans le cerveau serait peut-être ce qui se passe entre nos cerveaux. On est encore dans l'homme symbiotique. Et puis j'aime beaucoup cette idée de révolution cognitive, socio-cognitive, pour reprendre les termes de Franck et de SBT. Vous travaillez aussi sur ces sujets-là. Et puis enfin, moi j'adore l'idée d'une communication interespèces, animaux, végétaux, puisque je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un peu mon dada, ce qui se passe chez les plantes et puis tout ce qu'on découvre avec la neurologie végétale. Qui démarre pour réagir? Joël, Franck? Allez, Franck cette fois. Volontiers. Merci, c'était très représentatif en fait de ces nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Moi, j'ai un petit peu travaillé à un moment donné sur cette question parce que je travaillais sur l'interaction machine, sur comment rendre visible l'invisible.
Et quelque part, ce dont tu as parlé, c'est un peu dans cet esprit-là. Il y a effectivement plein de choses qui nous échappent. Et le fait de trouver le moyen de les transformer, donc là, il y a une démarche forcément subjective de celui qui invente la transposition. Mais du coup, ça ouvre des perspectives. Et il y a quand même déjà des applications aussi assez concrètes. En fait, ça m'a fait penser à tout ce qu'on fait aujourd'hui dans les techniques dites de neurofeedback. Pour faire un certain nombre de traitements de maladies aujourd'hui, on va aider, on va équiper les gens avec des casques EEG, donc qui captent les signaux électriques, et on va leur faire une représentation, et d'un seul coup, ils vont percevoir les fameux rythmes, voilà, alpha, bêta, les rythmes du cerveau. Et en fait, il y a des techniques qui sont mises en œuvre pour aider les gens quand on fait de la cohérence cardiaque, quand on fait par la respiration, par la méditation. Mais en fait, on va, au lieu de simplement se dire oui, ça me fait quelque chose, mais sans vraiment être capable de l'objectiver, bien là, en fait, les gens voient une représentation dynamique de ce qui est en train de se passer dans leur cerveau et se rendent compte que quand ils appliquent une certaine technique, eh bien, le rythme, les couleurs va changer et leur cerveau va s'apaiser, je vais le dire comme ça. Mais le fait d'avoir ce neurofeedback, ça fait un renforcement et ça favorise beaucoup l'efficacité de la méthode. Alors, c'est comment rendre l'invisible visible. Continuerai dans le sens de la communication. Comment rendre l'incommunicable communicable. Exactement. Et l'incommunicable, pour moi, c'est par exemple ce que disent les plantes entre elles, ce que disent les termites entre elles, ce que disent les animaux, les termites, les insectes, avec les plantes, ils communiquent. Moi, je voudrais rendre cet incommunicable communicable à nous, humains. Être capable de comprendre ce langage, de l'interpréter et de nous augmenter grâce à cette compréhension d'un langage trans-espèce, écosystémique, d'une certaine manière. Donc, tu vois, c'est un enjeu colossal pour l'humanité, mais je pense qu'on a commencé à créer des étapes pour y arriver. Ah oui, et j'imagine que ça pourrait contribuer de façon significative à... On parle beaucoup de la transition écologique et comment... c'est sûr que tant qu'on ne fait pas attention à l'autre, et en l'occurrence à notre écosystème, du coup, on adopte des comportements très égocentrés, quoi. Enfin, voilà, sur nous en tant qu'humains. Nous comprendre nous-mêmes mieux et nous comprendre nous-mêmes en relation avec l'écosystème. Donc, c'est le dialogue mutuel entre nous, le multidimensionnel entre l'homme, l'écosystème et l'écosystème en lui-même. Donc, la compréhension de ce langage incommunicable pour le moment me paraît un des enjeux fondamentaux des 50 prochaines années. Oui. Et peut-être pour faire un lien avec une autre partie de ce que tu as présenté, puisque tu parlais des fourmis, des termites, en t'entendant, ça me faisait aussi penser, il y a la communication avec une fourmi, mais il y a la communication avec le collectif de fourmis. Et en fait, là, on sent bien que le sens n'est pas forcément, je sais pas, avec les animaux, presque ce qu'on aimerait, c'est parler à la collectivité. Alors, c'est peut-être valable pour les humains aussi, ça serait intéressant d'être capable... Extrêmement valable pour les humains. Voilà. C'est la co-conscience collective, comment y accéder, comment la mesurer. On parle de sondage d'opinion individuelle, mais on ne sait pas du tout faire... on n'a pas un moyen d'interpréter collectivement ce que les gens pensent entre eux. Oui. On n'a que les sondages et les référendums. Oui. C'est très Alors limité. nous, on essaye un petit peu d'aller vers ces idées-là en pensant des dispositifs où finalement les gens vont s'exprimer en essayant de limiter les biais induits par celui qui pose les questions. Parce que là, aujourd'hui les sondages, c'est on répond à la question et pas forcément à la question qu'on aimerait qu'on nous pose. Il y a des exercices qui sont faits en qualitatif, quand dans les instituts quand même, pour avoir des réponses un peu plus claires, plus précises sur des groupes, mais on se limite à des groupes. On parlait des biais, alors là, ça ferait l'objet d'une émission entière, à mon avis, parce que c'est vraiment un thème aussi qui est assez fondamental. Alors, Niels, tu peux réagir aux réactions, bien sûr. Oui, il y a aussi le biais de représentation, c'est-à-dire de la situation dans laquelle la personne est placée quand on lui pose la question. Donc c'est effectivement une mise en abîme. Moi, j'ai bien aimé l'idée de passer de
la nature objetisée à la nature objectivée. Je pense que c'est ça tout le pari. On en a fait un objet, la nature, on s'en est séparé d'elle, on l'a domestiquée, mais finalement on a perdu le contact avec le vivant, avec la nature, ce qui est évidemment suicidaire, hein, complètement. Et toute la question aujourd'hui, c'est comment on retrouve notre place au sein de la biodiversité. Et l'être humain est un être éminemment informationnel, et je pense au lien qu'on peut faire entre la noosphère de Teilhard de Chardin, la sphère des idées qui entoure la planète, de l'information, et la biosphère, et peut-être la rencontre des deux, la fusion des deux, à travers des dispositifs qui vont permettre justement de traduire les consciences et je dirais les langages interespèces. Peut-être que ça va nous permettre de construire un nouveau récit qui est le récit, je dirais, de la place de l'humain et de son rôle aussi d'ailleurs dans cette histoire. Moi je pense, Nice, tu le dis très justement, c'est un des plus grands enjeux de l'humanité dans les 50-100 prochaines années à venir, c'est celui-là, c'est de retrouver notre place de l'humain dans un dialogue subjectif avec la nature et l'écosystème en comprenant ses langages au pluriel. Petite conclusion de chacun avant de terminer cette émission. Moi, je voudrais revenir sur la notion des valeurs de l'hybridation. On a beaucoup parlé de l'hybridation. Qu'est-ce que c'est qu'un être hybride, un être multidimensionnel? Est-ce que cette hybridation ajoute de la valeur à l'humain et ajoute de la valeur à la société? Moi, j'ai tendance à penser qu'un être hybride a plus de valeur multidimensionnelle dans la société qu'un être spécialisé, fermé sur lui-même. L'ouverture et la communication, au-delà de la singularité, sont des moyens d'accéder aux autres et d'accéder dans une création collective de l'humanité. Donc j'ai plutôt tendance à penser que la valeur de l'hybridation est positive et nous essayons tous de l'appliquer à nous-mêmes. Nous sommes tous des êtres hybrides ici autour de cette table, des êtres hybrides numériques, biologiques, à la fois avec nos métiers, à la fois avec nos activités, avec ce qu'on laisse quand on sera parti, ce qu'on a laissé dans le numérique autour de nous par les sites qu'on a créés, par les jeux sérieux que tu as faits. Donc on laisse une trace numérique qui est plus que nous-mêmes. Et c'est cette trace numérique qui est fondamentale et il faut la travailler maintenant, pour plus tard, pour les autres, pour les jeunes. Moi, ce que je retiens un petit peu de nos échanges, c'est que, enfin, on voit bien qu'on a face à nous des potentiels absolument immenses. Bon, moi, je suis de nature très optimiste, hein, donc dans ce contexte ou cette période toujours anxiogène, qui voit tous les risques partout et qui met plus en avant le négatif que le positif. Je ne me reconnais pas trop, hein, donc j'ai plutôt une vision optimiste du fait qu'on soit capable d'exploiter de façon intelligente tous ces nouveaux possibles que nous offre la technologie et l'hybridation en général, parce que l'hybridation, elle n'est pas forcément que technologique. Donc, moi, je crois qu'on a vraiment devant nous des opportunités fantastiques. Bon, il faut qu'on arrive à les mettre en œuvre, évidemment dans des cadres quand même suffisamment éthiques et en prenant quelques précautions, parce que comme toute technologie, elle a un côté lumineux et puis elle peut avoir aussi un côté sombre si on l'utilise mal, quoi. Donc c'est à nous de faire en sorte que l'être hybride de demain nous fasse envie. Plutôt qu'optimiste, je préfère la notion de positif. Communiquer la positivité, si j'ose dire, pour motiver les gens à être positifs dans la construction de leur propre vie, de leur propre avenir. Donc soyons positifs, donnant envie aux gens d'être positifs, plutôt qu'optimistes, parce qu'optimiste, c'est une attitude. On est ou on n'est pas. Tandis que positif, c'est le surf. Positif, c'est une attitude dynamique qui implique le mouvement. Alors qu'optimiste ou pessimiste, c'est un cercle dans lequel on est, C'est ça. dans lequel on se situe. On est situé en positif ou en négatif, en positif ou en optimiste. Tandis qu'on est situé en pessimiste ou en optimiste, alors que dans le positif, on n'est pas situé. On surfe. Ça, c'est la différence entre toi et moi. Moi, je ne sais pas surfer. Donc, et je suis fondamentalement optimiste, mais je suis d'accord avec toi. L'important, c'est qu'on véhicule des messages positifs.
Je suis d'accord avec Franck, moi je suis optimiste aussi, hein. Je sais que c'est très subjectif et puis c'est, paraît-il, un effort de la volonté, pour ne pas citer un de mes camarades qui me rappelle souvent ça, mais être positif c'est essentiel, il faut l'être, mais quand on est optimiste, on a une dynamique en plus qui oblige les autres à être positifs finalement. Donc, Gramsci, tu te hein, rappelles la fameuse phrase de oui, Gramsci, voilà, le exactement. pessimiste de l'intelligence et Oui. le positif de la volonté. Oui, oui, tout à fait. C'est Bernard Georges, notre petit camarade, qui est sûrement pas loin en train de nous regarder, qui me rappelle souvent ça, parce que je dis que je suis une optimiste, tout en étant positive, parce qu'il y a la force en plus de l'esprit, sûrement. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission de 2021. Il était temps. Donc, merci à Nils aussi, qui nous a fait une super démo. Donc, on a ouvert de nouveaux horizons. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On a pu donner un avant-goût du thème qu'on va aborder donc, au forum en septembre, donc l'homme hybride, puisque le 21e siècle, il faut que je me calme, appartient aux êtres hybrides. Je suis un peu énervée à l'idée de reprendre nos forums, nos activités. C'est vrai qu'on est vraiment, on a des fourmis dans les jambes. Et on doit ce titre d'ailleurs à Gabriel Alperne, qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge du centaure, tout centaure, éloge de l'hybride. Et au Pommier, c'est sorti en 2020. Donc c'est une thèse aussi qu'elle a effectuée sur ce sujet-là et qui résonne beaucoup avec la pensée transdisciplinaire du groupe des 10 et que l'on porte au Forum Changer d'air. Donc fatalement, il y avait un lien et c'est vraiment intéressant de pouvoir en parler cette année. Alors juste un petit mot avant de terminer, de passer la parole à Éloi. Donc le 14 septembre, on se retrouve à la Cité des Sciences, dans le foyer Gaston Berger, qui est une très grande salle, donc public. Vous pourrez venir nombreux, partenaires aussi. Ça, c'est vraiment formidable. C'est le jour 1. Le jour 2, on se retrouve au Cube, qui est un magnifique studio, et on peut aussi recevoir du public au Cube. Je crois que les jauges et tout ça, ce sera peut-être pas oublié, mais déjà bien un petit peu derrière nous. Donc on se réjouit, on est impatients, on a hâte de vous retrouver. Donc suivez-nous. Et puis vous pourrez voir cette émission de toute façon en rediffusion. Éloi va tout vous dire. Et à très bientôt. Merci Véronique et merci d'avoir préparé et mitonné cette formidable émission. Merci à nos intervenants, notre parrain Joël de Ronet, merci beaucoup. Merci Franck Tarpin-Bernard, directeur général de SBT Humans Matter, qui était partenaire de cette émission de Web TV. J'en profite d'ailleurs pour remercier Olivier Fronti, président du directoire de la société SBT Humans Matter. Merci Nils Spanov, effectivement, vous l'avez dit, Véronique, président du Cube, partenaire de cette émission et qui nous reçoit toujours magnifiquement. Et merci évidemment aux talents conjugués qui permettent la réalisation de cette émission, JD Carré, Jonathan, Jérémy et l'agence Triple C. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai un petit message. Parce que le Forum Changer d'air, oui, vous connaissez le grand rendez-vous, donc le 14 et 15 septembre prochain. Vous connaissez les émissions qui interrogent les défis posés par la modernité tout au long de l'année. Mais le Forum Changer d'air, c'est aussi un éditeur. C'est un éditeur de livres. Et là, il y a un nouveau titre dont je souhaiterais vous parler, La doctrine Gerasimov. C'est le 31e titre de Patrick de Fribert. C'est un auteur de romans d'espionnage. Mais pas que. Véronique, peut-être un petit mot pour parler de ce livre. Parce que finalement, c'est vous l'éditrice. Oui. Avec les éditions Changer d'air, donc le forum Changer d'air. Effectivement, on édite des livres qui sont en résonance avec les thèmes qu'on aborde au forum Changer d'air, et on va aborder cette question de la cybersécurité, de la cyberguerre au forum le 15, au Cube justement. Et ce sera vraiment intéressant parce que c'est un thème dont on parle beaucoup en ce moment et on parle de la doctrine Gerasimov. Alors là, il ne s'agit pas de parler de la Russie et de la désinformation à laquelle elle a initié le monde entier probablement. Mais surtout de faire une résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, comment aussi les grandes entreprises du numérique ont su adapter certains éléments de cette doctrine Gerasimov qui réunit à la fois le militaire, l'information, la désinformation, le numérique, les pharmatrolls, etc. Ça, pas besoin d'être russe, d'être en Russie pour savoir le faire. Ils font ça très bien, mais on a un tas de mouvements. On a des grandes entreprises aussi qui font ça, des États, d'autres États. Donc, c'est effectivement le sujet d'un roman d'espionnage
de plus, de Patrick de Fribert, qui est très intéressant parce qu'il nous perd un petit peu dans ce labyrinthe-là de la cyberguerre. On apprend beaucoup de choses et ça va peut-être aider à être un petit peu plus vigilant. Puis c'est aussi un moment de distraction évidemment intéressant. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que moi je connais le livre, je l'ai lu, relu. J'espère. C'est vous Je ne veux l'éditrice. pas vous raconter tout ce qui s'y passe, mais voilà, c'est dans toutes les librairies depuis le 20 mars. Intrigue haletante et stupéfiante. Gerasimov, c'est le premier à avoir utilisé la guerre hybride dans l'ère moderne. Donc on est complètement en raccord avec le thème. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur le site forumchanger-d'air.fr et puis sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre fidélité et à très vite.